Bon, je suis pas critique de film et j'ai mis longtemps à décider de faire cette vidéo. Et surtout que si ça sort en cette période, ça fait putaclic. Et bon, le putaclic, c'est jamais très bien vu. Mais, et surtout qu'en fait, cette vidéo ne sert à rien. Mais, j'avais envie de partager aujourd'hui le problème que j'ai avec Rogue One, le spin-off de Star Wars. Attention, gros spoiler, hyper gros spoiler ici, c'est... sachez-le, un gros spoiler, si vous voulez pas, enfin, si vous voulez pas de spoiler, regardez pas. Euh, parce que, bon, je suis comme plein de gens, un fan de Star Wars, et taper sur Star Wars 7, c'était facile. Je déteste Star Wars 7, quand je l'ai vu, je trouvais pas que c'était un mauvais film, je trouvais que c'était plus comme un espèce de doigt d'honneur que tous les studios Disney ont fait aux fans de Star Wars, et surtout à ceux qui ont pris plaisir à hurler contre la prélogie. Prélogie que moi j'adore, et je vous emmerde, mais honnêtement voilà. Et donc c'était vraiment genre, ah, vous avez voulu voir la prélogie originale, et bah tiens, la voilà dans votre gueule. C'est comme ça que je l'ai vu. Donc je trouvais que ce film était une grosse insulte, je suis sorti de là en ayant l'impression d'être méprisé par les réels, et j'étais pas content. Star Wars 7 pour moi c'est de la grosse merde, c'est de la grosse bouse, c'est une honte. Mais voilà. Durandal, sur la vidéo, l'explique très très bien, et donc je vais pas revenir là-dessus. Moi, je veux parler maintenant de Rogue One. J'ai vu Rogue One. Rogue One qui est pour beaucoup de déçus du Star Wars 7 mieux, bien meilleur que le Star Wars 7. Ils considèrent même que c'est le Star Wars 7 qu'on aurait aimé avoir. Rogue One, quand je l'ai vu, je le trouvais meilleur que Star Wars 7, oui. J'avais moins le sentiment de me faire enculer. Mais j'ai quand même eu des moments où je suis sorti du film, et c'est ce que j'appelle le syndrome Disney. Alors c'est ce que je viens d'inventer, après ça vous l'appelez comme vous voulez, et si ça se trouve vous n'aurez pas le même problème que moi. Parce que j'ai vu beaucoup de critiques sur ce film de Star Wars 7, enfin des critiques positives et négatives, hein, donc j'ai fait mais également des critiques négatives, plein de choses, mais il n'y avait pas ce que moi je voulais exprimer. Et du coup, si je t'ai fait de faire une vidéo putaclic, oui, complètement, exactement, voilà. Ce que je veux exprimer là-dedans, c'est le syndrome Disney qui nous dit voici les moments émotions, voici l'émotion qu'il faut avoir, et donc on vous le donne en gros paquet, pas subtil, et du coup ça marche pas. Ça n'a pas marché pour moi du tout. Je veux dire, quand j'ai vu à la fin de Star Wars 6, Luke se faire électrocuter par l'empereur, Dark Vador le soulever, le jeter dans le trou, j'avais des larmes aux yeux. J'avais vraiment des larmes aux yeux de voir Luke souffrir et disant j'étais en train de dire Dark fais quelque chose. Même si j'étais pas du tout au courant qu'il allait le faire, quand la première fois que j'allais le faire. Quand j'ai vu dans Star Wars 3, Luke affronter Obi-Wan et tomber, enfin se faire couper et puis se faire brûler, j'avais des larmes aux yeux aussi. Quand j'ai vu la mère de Anakin se faire tuer et lui plaire avec, j'avais des larmes aux yeux. Vraiment. Dans Rogue One, j'ai rien ressenti. Et pourquoi? Mais c'est parce que tous les moments émotions sont faux. Donc je vais arriver vraiment sur ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est deux scènes principalement qui veulent montrer quelque chose qui est important et qui sont mal écrites. La première scène, c'est la scène d'intro. Donc dès l'intro, je n'étais déjà pas dans le film. C'est quand on a une espèce d'intro pour l'enfance de Jean qui dit à son père papa, ils sont là, vite, je vais me cacher. Et donc qu'est-ce qui se passe? Petit moment émotion, genre vite, va te cacher. Stardust, j'ai vu en anglais donc Stardust. Genre surnom que je te donne, gros cliché Disney. Vite, scène cliché, vite, voici des phrases clichés, va te cacher et sache que je t'aime. Gros post-it, ok, donc tu vois, t'as un père et sa fille. On nous dit ils doivent s'aimer. Ouais d'accord, mais en fait je m'en bats les couilles. Je sais pas. Surtout qu'après, t'as un Forest Whitaker qui apparaît, je l'appelais Forest parce que je connais pas du tout son nom dans le film, j'ai comment oublié, c'est-à-dire à quel point je ne suis pas attaché à ce mec, et que ce mec était, mais putain, le personnage, je l'ai pas compris. Mais bon, je suis pas du tout le meilleur critique cinéma, donc j'ai pas emmerdé là-dedans, et j'ai pas compris. Mais donc Forest Whitaker qui apparaît, dit bonjour, je viens te chercher, hop. Et après elle est vieille, en fait elle est même, enfin la vieille, non, elle a vieilli, enfin elle a grandi, et puis ben voilà.
Et puis la deuxième scène, c'est de nouveau avec Forrest Whitaker, dans cette fauteuil, il balance, voilà, c'est mieux comme ça. C'est de nouveau avec Forrest Whitaker, c'est Jean, qui est donc enrôlé par les rebelles, et donc est envoyé avec Cassian, je crois qu'il s'appelle, Cassian, vers Jeddah pour retrouver Forrest Whitaker. Je sais plus pour quelle raison ils invoquent, parce qu'il partit un message, je sais pas. Mais ils arrivent chez Forrest, Jean arrive chez lui, ah, on s'est plus depuis 16 ans, et je suis là. Oh, je suis content de te revoir. Et nous, on est censé être... Comment expliquer? Alors, ça aurait pu être juste s'il n'y avait pas ce qui suivait juste après. Le message du père de Jean qui dit: ma fille, je pleure, je t'aime, je t'aime, je pleure, je t'aime, je pleure, je pleure, je t'aime, je t'aime, je pleure. Stardust, Stardust, je t'aime, je pleure. En fait, j'ai foiré un truc dans les plans d'étoiles noires, et j'ai caché les plans, faut les récupérer. Voilà, salut. Bon, voilà. Je veux dire par là, comment le père de Jean, qui est donc sur l'étoile, qui est donc prisonnier de l'Empire, qui ne sait pas ce qui se passe normalement chez Forrest, même s'il savait, il ne pourrait pas savoir que Jean allait débarquer, parce que même dans les rebelles, c'était pas écrit, c'était pas dit tiens, feu de galène, on va enrôler ta fille, on va la trouver, et puis voilà. Non, elle est enrôlée parce qu'elle vient de se faire libérer d'une espèce de truc de prisonnier, et paf, elle est envoyée sur Jeddah. Donc le temps que ça se passe, je comprends pas comment, enfin, donc c'est pas possible. Il pouvait pas savoir que sa fille serait là. Donc ce message, larmoyant vers sa fille, n'a absolument aucun sens. Ça ne devrait pas être là. Ça ne marche pas, c'est complètement con. Et après, le surnom d'un cliché. Donc le fait que le père ne peut pas savoir que sa fille est là, plus le message larmoyant, pour moi c'est faux. Je suis sorti du film en disant mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Mais non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc c'est tellement gros, tellement grossier que ça marche pas pour moi. C'est une espèce de gros moments émotion, en gros paquet d'émotions qu'on vous bazarde comme ça. C'est limite, c'est pas une espèce de gros poster qui arrive pour dire au fait, Jean et son père se montrent très fort, ils s'aiment beaucoup, il y a un lien très fort entre eux, sachez-le, et Forrest aussi. Or, c'est pas montré. Ils essaient de nous le dire, mais c'est pas montré. Et ça marche pas. J'ai envie de dire, comment dans Star Wars 4, ils ont réussi à montrer le lien qui unit Luke à Obi-Wan Kenobi, ainsi que à son oncle et sa tante. On sait qu'ils sont un petit peu en tension, mais on voit aussi qu'ils s'apprécient. Je veux dire, quand Luke parle à son oncle, on sent bien que c'est pas Harry Potter et l'oncle Vernon. L'oncle Vernon dit à Harry Potter, t'es qu'un con, tu m'énerves dans ta chambre. L'oncle Owen, c'est pas qu'il maltraite Luke, c'est qu'il considère Luke comme un fils dont il a besoin pour l'aider dans sa moisson, dans son business, parce que les conditions de vie là-bas sont pas hyper faciles, grande sécheresse, tout ça, donc c'est pas facile. Et il a du mal à le laisser partir. Et Luke, lui, rêve d'aventure. Ils arrivent à une conversation à avoir. Luke qui dit, je voudrais qu'on parle de ta promesse de me laisser partir devenir pilote. Et Owen qui dit, j'ai besoin de toi pour m'aider. C'est pas du grossier, c'est pas du cliché. C'est pas comme si Owen disait à Luke, Luke, où que tu ailles, je penserai à toi. Hein, mon petit Lucky. On va l'appeler comme ça, ou mon petit, je sais pas, un surnom à la con, mon petit Luke. Ah, je t'aimerai tout le temps. Non, 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 c'est un dialogue, quand on les voit, ils sont beaucoup plus vrais. On voit bien cette relation de l'adolescent en crise d'adolescence qui veut s'émanciper, et l'oncle qui a un petit côté protectionniste et un côté je veux pas trop. Voilà. Mais après, t'as la tante qui dit il faut quand même l'envoyer à l'académie, il a envie vraiment de grandir. Et il dit ok, l'année prochaine. Donc c'est pas l'oncle qui est méchant, mauvais, oncle Vernon, non. Donc dans cette scène-là, on voit bien qu'il y a vraiment une relation père-fils, en tout cas parent-enfant, d'un oncle qui a été adopté, d'un neveu qui a été adopté, et ça marche bien. Ça marche très bien parce que justement, ils n'essayent pas d'en faire des caisses d'émotions. Ça marche juste très bien. Donc après, quand ils sont morts, on sait à ce moment-là que Luke pense à eux, il s'est dit merde, je suis triste. Mais comme Luke voulait s'émanciper, et ça n'a pas été dit par paquet grossier, mais dans un dialogue tout à fait normal, qu'on pourrait trouver partout dans toutes les familles, c'est un peu le dialogue de papa, je voudrais sortir en boîte. Non, écoute, t'es un peu jeune, c'est vraiment pas ton âge pour l'instant, écoute, t'iras l'année prochaine. Oh, mais t'es chiant, tous mes copains peuvent le faire. Oui, mais toi, j'ai pas envie d'aller en boîte, c'est dangereux à la sortie. C'est ce genre de dialogue-là, c'est tout à fait réaliste, et ça marche très bien. Et après, quand ils sont morts,
Bon là après, il est comme dans un film épique, donc c'est pas la scène de famille, quand ils sont morts, bah là, on comprend qu'il aille rejoindre Obi-Wan dans la rébellion, parce qu'il n'y a plus rien qui l'attache, et qu'il n'a plus que ça à faire. Mais dans Rogue One, t'as Jyn qui s'en bat les couilles de l'Empire, niveau puissance 3000, qui le fait bien comprendre, et puis son père reçoit un message envoyant, un message qui n'était pas censé exister, qui n'a rien à voir, qui sort du scénario, qui n'est pas cohérent, et puis soudainement, oh oui, je rejoins la rébellion. Oui, oui. Et qui après fait une espèce de super discours bien engagé. Ouais, ouais, rebellez. Alors quand même, il y a 5 minutes, n'y croyait pas. Non, ça marche pas. Pour moi, ça ne marche pas du tout. Et ça fait que je peux pas trouver que ce film est génial. Il y a des belles scènes d'action, il y a l'innovation, il y a un scénario qui est... un scénario qui est chouette, mais putain Disney, quoi. Vous rushez un truc parce que vous voulez mettre des dialogues hyper grossiers qui se rend le film en surface, superficiel et pas cohérent. J'ai réfléchi parce qu'après quelqu'un m'a dit ouais mais c'est un seul film avec des personnages qui apparaissent un seul film, il n'aura pas le temps de mettre toutes les émotions. Comment tu aurais voulu qu'il fasse? Et moi j'ai réfléchi à ça, vraiment j'ai réfléchi. Je propose un truc. Après bah on s'en fout mais je propose quand même un truc. Imaginons, tu commences le film non pas avec l'enfance de Jyn, tu commences avec Jyn adulte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour montrer qu'il y a un lien entre Jyn et Forrest Whitaker et Forrest? Bah, tu pourrais faire que dès le départ ils sont en contact. Imaginons un Forrest qui est dans sa base, dans sa forteresse comme il l'est à ce moment-là, et qui communique avec Jyn qui est sur le terrain en train de faire des missions. Genre, ok, j'ai repéré le mec, je vais lui parler, ok, j'ai repéré le trafiquant, je vais le capturer, ok, voilà telle mission, et puis il part en mission. Ça marchera très bien. Tu la verrais rêver comme ça et tu verrais quelqu'un dans l'action et tu sais très bien qu'à ce moment-là les révélations seront faites dans le film. On n'est pas en train de se dire de la première scène, c'est qui elle, qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi elle est comme ça, tu vois ça, ok, bah, elle travaille en collaboration avec un mec. Ça pourrait très bien être, il y a la rébellion, et puis il y a tout petit système, c'est qu'il faut leur vie, qu'il faut leur petit trafic, leurs petites affaires, leur petite rébellion dans leur coin. Et puis Jyn, dans cette rébellion, dans ce petit groupuscule qu'elle ferait avec Forrest, se fait enrôler de force par Cassian et la rébellion de Leia, R.I.P. Carrie Fisher, parce que bon voilà... Et à ce moment-là, se dire non, mais à la base, votre rébellion, je m'en fous. Moi, j'ai mon petit trafic, enfin, une petite mission avec Forrest, je m'en fous de vous. Et il dit, oh, justement, on a besoin de lui parler, on va la trouver. Et effectivement, à ce moment-là, il le retrouve. Forrest capture tout le monde et dit à Jyn, ah, tu m'as trahi, c'est quoi tous ces gens? Non, ils m'ont suivi, ils m'ont eu, j'ai un peu eu du mal à te prévenir. Et voilà, et donc ça pourrait être un dialogue un peu, on dit, bon, bah, on va se calmer. Où Forrest dit, bah, justement, j'ai un pilote qui est venu me voir pour me donner des plans, donc qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'ils veulent? Et Forrest qui dirait, bah tiens justement, j'ai reçu un message de ton père. Et là on parlerait pour la première fois de son père, genre ah le père? Qui c'est le père? Et là on pourrait avoir 3 phrases genre ah putain, Jyn qui pourrait dire mon père, rien à foutre, ce con a rejoint l'Empire, franchement j'ai honte de lui. Ça pourrait être comme ça, tout bêtement. Donc du coup on comprendra pourquoi c'est une fille qui s'élève toute seule indépendante. Mais Forrest pourrait dire ah non il était enrôlé, et puis d'ailleurs la preuve qu'il n'est pas hyper fan de l'Empire. On aurait un message de Galen disant bonjour Forrest, voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour t'envoyer ce message, mais j'ai quand même eu le temps de foutre un bonne grosse faille dans l'étoile noire. Les plans sont à cet endroit-là, il faut penser à les récupérer. Voilà. Et je te donne rapidement le nom de code, c'est Stardust. Stardust, tu trouveras alors un énigme sur le nom de code, enfin voilà. Mais même ça. Même, est-ce qu'on avait vraiment besoin du Stardust quoi? Ça aurait pu très bien, le document aurait pu très bien s'appeler Étoile Noire Plan, enfin Death Star Plan. Pour l'étoile noire, franchement. Ça aurait pu être juste comme ça. Et puis, Jyn aurait vu ça en disant ah, mon père est quand même badass. Et puis il serait dit bah en fait, finalement, pourquoi pas, on peut tenter le coup. Ça et par exemple, il pourrait mettre du fric en jeu. Ça nous ferait pas mal de pognon. Et là, il pourrait tenter le coup et y aller. Parce que la scène émotion, on l'a à la fin, quand elle meurt dans les bras de Cassian. On l'a, les scènes émotion. On n'a pas besoin de cette scène émotion avec le père qui est grossière et qui est fausse. Moi, je trouve que ces scénarios seraient beaucoup mieux, beaucoup plus subtils. Mais bon, c'est Disney. Donc ils ont voulu faire un père, sa fille, le père qui pleure, juste la fille qui est intéressée que par l'argent, ça marche, c'est trop choquant. Non, il faut faire des trucs émotions. Non, bordel de merde, je veux dire Yann Solo. Yann Solo, à la base, le mec, s'intéresse qu'au fric et il le dit. Et après il change, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il évolue. Jyn aurait pu très bien être une espèce de Yann Solo bis. Ça m'aurait pas dérangé. On aurait même pu ne pas le remarquer, justement, parce que elle fait cette affaire de contrebandier avec Forrest. Alors, elle ferait ça.
Et puis, il suffit qu'elle voit son père qui dit, au fait, j'ai quand même un peu couillé l'étoile noire, donc on va bien pouvoir les couillonner aussi. Elle va se dire, ah ok, mon père est quand même bien, ouais, je reprends foi. Là, ça aurait été crédible, mais pas en voyant son père en train de pleurer devant, oh ma fille, tu me manques. Voilà. Ça me semble pas compliqué. Mais voilà. Et puis bon, petit truc. Le mec aveugle. Je suis avec la force avec moi. Je suis avec la force avec moi. Je suis avec la force avec moi. Ta gueule. Ta gueule. Franchement, j'ai pas besoin de ça. C'était relou. Tu l'as dit 3 fois, j'avais déjà marre, j'avais déjà tout de suite de foutre des baffes. Et son copain. Avec son grosse armure, ses cheveux longs, son fusil et son air Rambo à cheveux longs, efface. Ils servent à rien. Je suis désolé, ils servent à rien. Dans les personnages principaux, t'as Jean, Cassian, le droïde K2SO et le pilote de l'Empire. Ils sont 4. C'est presque trop. T'en rajoutes 2, ça fait 6. C'est encombré. Ils servent à rien. Franchement, ils n'apportent rien à l'histoire. Ah, tu peux me dire, ouais, le mec aveugle fait. Est-ce que c'est un pilote? Bah, quelqu'un d'autre aurait pu le dire. Forrest aurait pu le dire, j'ai capturé ce pilote, voilà. Forrest aussi, perché, mais genre. Et c'est dommage, parce que le film aurait pu être vraiment génial, sans défaut. Il aurait pu me réconcilier avec Star Wars et Disney. Mais non, il n'a pas fait. Et vraiment pas. Pas fait du tout. Donc voilà, pour moi, quand on parle de Rogue One, je dis il est à peine mieux que le 7. Parce qu'il y a un peu de scénario, qu'il y a une tentative d'aller faire un peu autre chose, mais... Non. Non, vraiment pas. Bon allez, voilà, je sais que je vais avoir des pouces rouges et des gens vont m'expliquer que la prélogie c'est de la merde et que Rogue One était génial, mais vraiment... Voilà, là je suis très triste par rapport à ça. Allez, ciao.